Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce jeudi. Au Liban, un cessez-le-feu. Quel cessez-le-feu? Israël intensifie son offensive anti-Hezbollah. La ville bien connue de Tyr a été frappée il y a quelques instants. Ni guerre ni paix non plus entre Washington et Téhéran pour la deuxième fois en 4 jours. Washington a mené des frappes dans le sud de l'Iran et Téhéran a répliqué. Il va faire encore très chaud aujourd'hui en France et en Europe. Dans l'Hexagone, la capitale, 17 départements sont concernés par l'alerte orange canicule. Pour les urbains, on le verra tout à l'heure, les parcs municipaux sont l'un des rares refuges de fraîcheur. La municipalité a décidé de les tenir ouverts plus tard que d'habitude, entre autres mesures. Aujourd'hui, dans Parlons-en, une anomalie de l'histoire face à laquelle se tiennent ce jeudi les députés français. Ils doivent se prononcer sur l'abrogation formelle du Code noir, le texte qui régissait le statut des esclaves et la traite négrière dont la France était un acteur majeur en Europe. 180 ans après l'abolition, la deuxième de l'esclavage, ce Code noir existe toujours. Ce vote intervient aussi 25 ans après l'adoption de la loi dite Taubira qui a fait de la France le premier pays au monde à reconnaître l'esclavage crime contre l'humanité. Qu'en a-t-on fait collectivement? Question posée à mes invités ce matin. Ils sont nombreux. Code noir, abrogation, réparation. Question posée à Myriam Cothias, Mathilde Damoiselle, Jean-Marie Théodat et Dieudonné Boutrin. Bonjour à tous les quatre. Merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire. C'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Myriam Cothias. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, directrice du Centre international de recherche sur les esclavages et post-esclavage. Et vous avez dirigé l'ouvrage Le lexique des réparations de l'esclavage qui est sorti aux éditions Cartala. Mathilde Damoiselle, bonjour sur ce Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes la réalisatrice du documentaire Christiane Taubira, une loi pour la mémoire qui est toujours visible en replay, comme on dit en bon français, sur le site de France Télé et dans lequel vous retracez bien sûr le parcours historique de cette loi adoptée en 2001. On en verra un extrait tout à l'heure. À vos côtés, Jean-Marie Théodat, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et puis avec nous à distance, Dieudonné Boutrin, bonjour à vous. Merci de participer à cette discussion. Je pense que vous êtes à Nantes, vous êtes le fondateur de l'association nantaise La Coque Nomade Fraternité, qui met en lumière des projets culturels sur la thématique des mémoires, de l'histoire, de la traite des Noirs. Vous êtes vous-même descendant d'esclaves. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je le disais tout de suite, l'Assemblée nationale doit donc discuter ce matin de cette proposition de loi pour abroger le Code noir, texte de 1685, ce qui a servi de base légale pendant un siècle et demi pour organiser et contrôler l'esclavage dans les colonies françaises. Anomalie de l'histoire, je le disais, près de 180 ans après la deuxième abolition de l'esclavage, la définitive, il existe toujours formellement dans le droit français. Avant d'en parler ensemble et d'aller à l'Assemblée nationale, retrouver Johan Baudin qui nous y attend. Marc Pope nous raconte ce que contient ce texte. Affirmer le pouvoir de Louis XIV sur les territoires français éloignés. Voilà l'objectif de l'édit rédigé par Jean-Baptiste Colbert en 1685 et appelé le Code noir. La série d'articles instaure pour ces colonies un statut d'exception par rapport au droit français, car l'esclavage est censé être interdit. Ces ordonnances réglementent ainsi l'économie, la vie quotidienne et religieuse des esclaves. Ces derniers doivent être baptisés et vivre selon la religion catholique. Le texte concerne dans un premier temps les îles de la Martinique, de la Guadeloupe et de Saint-Christophe. Il s'applique ensuite en 1687 à la partie française de Saint-Domingue, puis à la Guyane en 1704. Le texte stipule que les esclaves sont considérés comme des meubles vivants. Ils peuvent ainsi être vendus, achetés ou hérités. Leurs maîtres ont interdiction de les torturer, mais peuvent châtier les fugitifs récidivistes par un marquage au fer, la découpe d'oreilles, voire même la peine de mort. Le code comporte aussi des mesures pour discipliner le comportement des maîtres. Ils ont pour obligation de nourrir et habiller leurs esclaves sous peine d'être poursuivis par un procureur. Ils peuvent aussi les affranchir. Le Code noir n'est plus effectif depuis 1848, mais la loi n'a jamais été officiellement abrogée.
Et donc 180 ans après la deuxième abolition de 1848, cette abrogation du Code noir est portée par le groupe centriste Lyot. On a vécu une scène assez sidérante, c'était en 2023. À l'époque, le Premier ministre s'appelait François Bayrou et il a appris à l'Assemblée nationale, dans la bouche de l'un de ses députés, que ce Code noir donc n'avait jamais été officiellement abrogé. On va écouter l'extrait de cet échange. Je prends solennellement la parole au nom de mes collègues Max Mathiazin et Olivier Servat, députés de la Guadeloupe, et de tous mes collègues du groupe Lyot, pour vous alerter sur un élément troublant de notre arsenal juridique, la non-abrogation formelle du Code noir. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le président Panifous, grâce à vous, grâce à votre question, je découvre cette réalité juridique que j'ignorais absolument, et j'imagine tous ceux qui sont autour de nous, que le Code noir n'a pas été aboli en 1848, comme nous le croyons. Voilà, 2 ans plus tard, promesse tenue, François Bayrou s'était engagé à ce que cette proposition de loi ait lieu et elle est donc mise au vote aujourd'hui. On a entendu Emmanuel Macron soutenir cette abrogation du Code noir. Un texte juridique, Myriam Cottias, on va aller du côté de l'Assemblée nationale, retrouver Yohann Baudin. Yohann, donc le vote doit avoir lieu ce matin et je le disais, le président Macron soutient cette abrogation qui devrait, on l'imagine, être adoptée. Oui, exactement, tout simplement puisque tous les groupes parlementaires qui sont en ce moment en train de défiler à la tribune, eh bien, sont pour cette proposition de loi qui a été portée par le rapporteur Max Mathusin, membre des députés Lyot, le groupe centriste composé pour moitié de députés ultramarins et corses. Il devrait donc être voté à l'unanimité comme en commission. La ministre des Outre-mer a rappelé que le gouvernement soutenait cette proposition, tout comme tous les groupes parlementaires. Le député Max Mathusin a commencé sa prise de parole par un rappel de l'histoire. Le Code noir est un ensemble des textes qui ont été rédigés sous Louis XIV avec l'installation des premiers colons français dans les Antilles. Or, l'esclavage était interdit sur la terre de France depuis Louis X, 350 ans plus tôt. Il fallait donc un droit dérogatoire par des ordonnances royales. Les terres françaises des Amériques sont passées sous la souveraineté royale et le Code noir encadre, voire acte ce qui était de facto pratiqué dans ces territoires, l'esclavage. Le terme esclave est précisément cité et les esclaves sont qualifiés de biens meubles. L'esclavage est aboli durant la Révolution française, puis définitivement aboli en 1848 sous la Deuxième République et son abolition est inscrite dans la Constitution. Donc de facto, techniquement, le Code noir est lui aussi aboli depuis 178 ans. Il s'agit donc d'une loi mémorielle, mais pas seulement, car comme l'a rappelé le député Max Mathusin, ce texte comporte 2 articles et l'abolition du Code noir n'est que le premier. L'article 2 a une portée plus d'actualité. Il s'agit d'une demande d'un rapport au gouvernement au sujet des effets de long terme de l'esclavage au sein des territoires concernés. Il souligne l'héritage de l'esclavage toujours visible à travers les inégalités persistantes dans les Outre-mer. Le taux de pauvreté, par exemple en Guadeloupe, est de 34% et à Mayotte de 77%. Yohann Baudin, depuis l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale, sur le parvis de laquelle il y a d'ailleurs cette statue de Colbert. Merci beaucoup, Yohann. Alors, Myriam Cottias, je vous posais la question juste avant qu'on aille du côté de l'Assemblée nationale. Ce texte juridique n'est bien sûr ni appliqué ni applicable. L'abrogation d'aujourd'hui, si elle est votée, est-ce que pour autant elle n'est que symbolique ? Elle est symbolique puisque de fait et de droit, l'esclavage a été déclaré aboli en 1848 et non seulement cela, mais il y avait sans espoir de retour puisque c'est inscrit dans la Constitution de 1848 que dans l'article 6 que l'esclavage est définitivement aboli. Donc tous les textes ne peuvent plus être appliqués et ça a été confirmé en 1854 par le Sénat du Consul. C'est important de le dire puisque la France entérine cette décision et que de fait tous les textes régissant l'esclavage tombent en désuétude. Cependant, la question symbolique, elle est importante
puisque l'esclavage a produit ces blessures, a produit ces traces qui sont douloureuses pour les personnes qui se déclarent descendants d'esclaves. Et à ce titre-là, il est important que la République rétablisse de l'égalité entre citoyens, en tout cas affirme cette égalité et prenne en charge également, et l'article 2 de cette proposition de loi est intéressant, prennent en charge toutes les inégalités qui en découlent. Les effets que cette histoire a produits, on va y revenir dans un instant. Là-dessus, Dieudonné Boutrin, sur la portée du vote d'aujourd'hui, je le disais, c'est une anomalie d'histoire que ce code noir, comme ce député centriste l'a appris à François Bayrou il y a 2 ans à l'Assemblée, n'ait jamais été formellement abrogé. Mais c'est très important que ce vote ait lieu et qu'il ait lieu aujourd'hui. Oui, moi je dirais que c'est très important, mais lorsqu'on regarde l'Assemblée générale et l'Assemblée nationale, il y a quelque chose qui m'interpelle de voir à l'Assemblée, il n'y a pas beaucoup de parlementaires. Non, les bancs sont vides ce matin, il n'y avait pas beaucoup de monde à l'Assemblée. Ouais, c'est très vide, donc automatiquement, il y a une forme, moi je dirais, c'est très bien de le faire, mais on se rend compte encore, il y a du boulot encore, parce qu'il y a une forme d'hypocrisie. Il faut parler de l'hypocrisie totale, parce que nous sommes tous, je dirais, concernés, blancs, noirs, héritiers d'une histoire qu'on n'est pas responsable. Et je dirais, et je reviens par rapport à ce qu'elle vient de dire Myriam Cottias, c'est vraiment symbolique, c'est très important. Et sur le symbolique, à mon avis, il fallait donner une importance très importante par rapport à l'Assemblée nationale. Et ça m'inquiète aussi de voir comment c'est vide, l'Assemblée, pour voter ce loi. Bon, voilà, ça dit beaucoup de choses aussi. Là-dessus, je vous vois acquiescer, Mathilde Damoiselle. Ces images d'aujourd'hui de l'Assemblée nationale me font penser aux images d'archives que nous avons utilisées dans notre documentaire Christiane Taubira, Une loi pour mémoire, où effectivement ce discours si fort, si impactant de Christiane Taubira en 1999, par lequel elle lance le processus d'adoption de sa loi qui va reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité, se fait devant un hémicycle clairsemé. Les bancs sont vides et effectivement le récit veut que cette loi ait été adoptée à l'unanimité et que la République s'en glorifie, mais elle a été adoptée à l'unanimité des présents. Et si je me souviens bien, on parlait de 80 députés. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cette absence caractéristique. Jean-Marie Théodat, là-dessus. C'est effectivement paradoxal de voir si peu de gens pour contribuer à un moment aussi solennel, et ça répond en écho à l'adoption également d'une motion par la même Assemblée, c'était le 5 juin dernier, autour de la question de la reconnaissance de la dette, de la rançon en fait versée par Haïti en 1825 à la France. Mais en même temps, j'ai envie de dire que peu importe le nombre, la fonction d'élu est une fonction sacrée. Et c'est ici qu'il faut faire confiance à la République et se dire que même là où il y a peu de représentants de la République, il suffit d'un seul pour créer cette unanimité et laver la République de cet opprobre. Une anomalie, on le disait, de l'histoire que ce code noir existe toujours. On en a raconté le contenu il y a un instant. L'objet, bien sûr, existe toujours. Il est présenté dans des musées. Qu'est-ce qu'il raconte, ce code noir de la France esclavagiste des XVIIe et XVIIIe siècles ? Le code noir, en fait, est un ensemble de textes qui sont des règlements de police. C'est-à-dire que les sociétés esclavagistes sont en train de se développer et qu'il faut leur donner des règles particulières puisque ce sont des sociétés qui reposent sur l'esclavage, précisément. Je rappelle qu'un certain nombre de questions sont traitées dans ce code noir, dit noir. Le premier, c'est l'expulsion des Juifs des colonies françaises, parce qu'il faut que la souveraineté française puisse s'exercer pleinement dans ces nouvelles colonies. Le deuxième porte sur les protestants, parce que là encore, c'est un royaume chrétien catholique qui se met en place et qui va exploiter ces colonies. Ensuite, un certain nombre de textes, un certain nombre d'articles. Effectivement, l'esclave bien meuble. Je rappelle qu'on a appelé code noir ultérieurement
parce qu'il n'y a aucune mention de couleur, ni même d'origine des esclaves dans ce code. Mais de fait, les esclaves étaient déportés depuis l'Afrique, donc c'est bien d'eux dont on parle. Il s'agit donc de contenir, d'organiser leur force de travail avec un ensemble de punitions s'ils échappent justement à cette relation de contrainte, aussi d'organiser la vie entre les maîtres et les esclaves en donnant primeur et primauté aux maîtres, mais en même temps en prévoyant certaines choses. Par exemple, et le dire n'enlève pas l'infamie du texte. Je le précise, mais il faut tenir compte de l'ensemble des variables qui sont dans ce texte-là. J'en appelle à cet article qui dit qu'un maître qui aura engrossé son esclave, alors engrossé, entendons-nous, la question du consentement n'existe absolument pas et n'est même pas envisagée, mais en tout cas qui l'aura engrossé et qui sera lui-même célibataire, sera obligé de se marier avec cet esclave. Dans tout un ensemble de textes qui sont parfois contradictoires, parce que certes, esclave, bien meuble, mais dans l'article 46, l'esclave est bien immeuble. Vous voyez, donc c'est une infamie, mais qui se décline avec des niveaux de raffinement très différents et qui a surtout pour fonction d'organiser les sociétés. Je dirais qu'au XIXe siècle, au moment du mouvement abolitionniste, les abolitionnistes vont se saisir du Code noir pour défendre les intérêts des esclavisés qui se présentent devant la cour. Ce qui montre bien que c'est un texte qui comprend beaucoup de choses différentes. Ce qu'il faut rappeler, Dieudonné Boutrin, et on comprendra chemin faisant pourquoi c'est important de le rappeler, que la France, à ce moment-là de l'histoire, est l'un des 4 pays qui a assuré, avec le Portugal, l'Angleterre et l'Espagne, l'ensemble de la traite transatlantique, dont Nantes, où vous êtes, était l'une des vitrines. La France était un acteur majeur de ce qu'on a appelé le commerce triangulaire. Oui, tout à fait. Nantes a été le premier port du Royaume de France et 4e port mondial. Et je suis arrivé à Nantes vraiment par hasard. J'ai appris cette histoire, mon histoire par hasard. C'est parce que j'ai fait pile ou face, c'est tombé sur Nantes. J'ai été accueilli par un compatriote, Octave Sestor. Et c'est là que j'ai pris une claque aussi en apprenant cette histoire que nous sommes des descendants de personnes mises en esclavage. Effectivement, Nantes, Jean-Marc Ayrault, il a fait un travail remarquable au départ en 1989. Il a voulu vraiment travailler sur une part de cette histoire. Et on avait une association que nous avons créée à cette époque-là, qui est Conduite d'Homme, qui a commencé à faire ce travail. Et je me rappelle au moment qu'on a commencé en 1985 pour faire la première commémoration, et la police est venue nous chasser sur le quai de Nantes en nous disant qu'il faut circuler. Vous voyez, et donc arriver à aujourd'hui de voir, c'est-à-dire là, juste au moment que Nantes a été un port du Royaume de France, premier port mondial, et qu'aujourd'hui Nantes, le travail qui a été mené par Nantes par les anneaux de la mémoire, montre aussi qu'il y a un travail mené et qui est très important par rapport à Nantes. Voilà, même si les choses ont avancé, effectivement, il y a une histoire qui n'est pas encore si connue que ça. Il faut encore rappeler, et ce qu'on fait sur ces plateaux, notamment que la France a aboli l'esclavage 2 fois. La deuxième fois de façon définitive en 1848, après que l'esclavage a été rétabli début 1800. Cette proposition d'abrogation aujourd'hui à l'Assemblée nationale intervient donc 25 ans, quasiment jour pour jour, après l'adoption de la loi dite Taubira, loi du 21 mai 2001, qui reconnaissait la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité, et loi qui faisait de la France le premier pays au monde à engager cette reconnaissance à ce titre. Christiane Taubira, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Mathilde Damoiselle, alors députée de la Guyane, est revenue en 2001, est revenue pour France 24 il y a quelques jours sur le contexte de cette adoption historique devant une assemblée clairsemée. Vous le rappeliez, on va l'écouter.
C'était donc une bataille très rude parce que le sujet est d'une extrême violence, il est d'une forte intensité et que la plupart des parlementaires, comme moi-même, n'avaient pas appris cette histoire à l'école et certains d'entre eux, de bonne foi, étaient pétris de préjugés. Et donc, c'était une période extrêmement difficile, une période pendant laquelle je me suis imposée, moi, d'être irréprochable et donc pendant laquelle j'ai replongé dans cette histoire pour être au fait du meilleur niveau de la recherche. Et donc, lorsque je monte à la tribune, j'ai ces 6 mois de travail, d'immersion dans cette histoire violente. J'arrivais, j'ouvrais les portes, j'ouvrais grand les portes, les fenêtres, les corridors, les couloirs, j'ouvrais tout grand, je disais tout. Je prenais des références dans l'histoire, je donnais des chiffres, je donnais les noms de lieux, je donnais les textes juridiques, je donnais les noms de celles et ceux qui ont marronné, qui ont résisté. Je donnais les noms de celles et ceux qui, abolitionnistes dans leurs pays européens, ont protesté. Donc voilà, ça ouvrait tout et évidemment, ça faisait peut-être une arrivée d'air qui était brutale pour tout ce monde-là. Donc moi, je crois à l'intelligence. Je crois à la connaissance, je crois à la combativité politique, je crois à l'éthique et je sais que ce sont des batailles qui vont encore se mener sur des générations. Je ne suis pas désespérée d'avoir à les mener. Je vois la jeune génération qui vient, je vois qu'il y a des personnes en capacité de mener ces batailles-là et de toute façon, je sais que l'intelligence finit toujours par l'emporter sur la bêtise crasse. Voilà, j'entends les sourires sur ce plateau. L'intelligence finit toujours par l'emporter sur la bêtise crasse. Christiane Taubira répondait il y a quelques jours aux questions France 24 de Nabia Makloufi. La bataille qui a été le débat autour de ce texte, c'est ce que raconte votre film Mathilde Damoiselle. Bataille qui portait pas tant sur la réprobation vis-à-vis de l'esclavage, mais sur le sens de la loi et sur la place à accorder à cette histoire dans nos textes à nous, ici en France. Cette loi Taubira, et j'emprunte l'expression que Myriam Cothias a exprimée dans le film, c'est une loi de suture. C'est-à-dire c'est une loi qui répare les mémoires et qui répare, ou qui entend réparer, ou qui pose les bases d'une possible réparation à venir des mémoires, des territoires et de cette histoire. Au cœur de cette loi, il y a un article extrêmement important. Alors, c'est le premier qui reconnaît formellement l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Et chacun de ces mots a son importance. Ça fait de la France le premier pays à le faire. Il y a un article 2 aussi qui est essentiel, qui remet l'éducation, la transmission, le savoir au cœur. Et c'est un article qui a donné lieu à des vrais combats et à beaucoup de résistance. Et alors justement, on entendait à l'instant Christiane Taubira dire que la plupart des parlementaires à l'époque n'avaient pas appris cette histoire à l'école. Depuis 25 ans que cette loi existe, que cet article 2 existe notamment, est-ce que la mémoire et la connaissance collective de ce qu'a fait la France, de la responsabilité de la France dans la traite négrière et ses conséquences, est-ce que cette connaissance-là et cette mémoire-là ont vraiment avancé? Je pense qu'il y a beaucoup de progrès. Et comme vous l'avez dit, c'est un travail de longue haleine, c'est un voyage au long cours. Mais je pense que c'est un travail que nous sommes assurés de faire ensemble à une condition. À condition que l'histoire de l'esclavage ne soit pas considérée comme l'histoire d'une partie des Français racisés, des Français d'origine, mais dire que c'est l'histoire de France. C'est notre histoire à tous. Nous n'avons pas besoin d'avoir du sang nègre dans les veines pour nous sentir concernés par la réalité de l'esclavage, parce que notre liberté, je le dis souvent à mes étudiants, la liberté que nous chérissons aujourd'hui, elle n'aurait pas été possible sans la participation des Toussaint Louverture, des Boukman, sans la participation des indigènes de la République, sans la participation des tirailleurs sénégalais aux différents combats qui se sont déroulés sur notre terre, ce qui fait que il ne s'agit pas de l'histoire des autres, mais de notre histoire la plus intime. C'est ainsi qu'il faut l'apprendre aux Français à travers les générations. Et moi, je fais confiance au système académique, je fais confiance à mes collègues chercheurs, aux artistes, aux écrivains, à tous et à toutes qui travaillons pour faire justement de cette histoire une appropriation collective. Vous êtes très Christiane Taubira, vous croyez en l'intelligence collective. Alors, Mathilde Damoiselle l'a rappelé, cette loi Taubira donne une place primordiale à l'enseignement, à la recherche. C'est vrai que, y compris pour des gens de ma génération, on a plus souvent raconté Victor Schœlcher que Colbert. On a plus raconté à l'école la France abolitionniste qu'esclavagiste. Ces deux France-là existent et ça change pour les plus jeunes d'aujourd'hui? C'est la même France. Je rejoins tout à fait Elle cohabite. Jean-Marie. Non,
c'est plus que cohabiter, elles s'interpénètrent. Je pense que c'est impossible de penser des blocs d'opposition. Et justement, vraiment, c'est un enjeu de l'enseignement de l'histoire de l'esclavage. C'est d'une certaine façon de la déracialiser. C'est-à-dire de ne pas la penser en bloc, un bloc blanc, qui est un bloc totalement idéalisé, mais qui fournit une identité de complaisance à un ensemble de la population, et puis un bloc qui serait identifié, qui est identifié comme noir, et ces deux blocs s'affrontant. L'histoire de l'esclavage, elle concerne absolument tout le monde, tout le monde. Et je voudrais revenir sur le fait que il n'y avait pas beaucoup de monde dans l'hémicycle, à la fois en 2001 et puis ce matin, certes, mais le fait est que des textes sont entérinés par la République et que ça permet ensuite de s'appuyer sur ces textes-là. La loi Taubira, c'est vrai qu'elle passe totalement inaperçue, quasiment inaperçue, y compris dans les Outre-mer, en 2001. Cependant, c'est la loi qui a permis que précisément on travaille, on revendique, on informe et on impose l'enseignement de l'histoire de la traite et de l'esclavage. C'est aussi ce qui permet à des associations de rétablir leur dignité en tant que descendants de personnes mises en esclavage et en leur donnant la possibilité de réclamer des événements commémoratifs où l'on parle de l'histoire de l'esclavage. C'est extrêmement Eh bien, Dieudonné Boutrin, vous nous racontiez tout à l'heure que fin des années 90, les forces de police étaient venues déloger l'une des manifestations de mémoire organisées à Nantes. J'imagine que ça n'arrive plus, bien sûr, mais est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, que la France, collectivement, sait mieux regarder là cette histoire en face ? Oui, par contre, je voudrais revenir par rapport à la loi Taubira. C'est-à-dire, je travaille sur le terrain. Avec les associations, nous sommes des opérateurs de mémoire. Et on se rencontre par rapport à la loi Taubira pour que, je dirais, blanc, noir, je le précise, se sentent concernés par rapport à cette histoire. Et effectivement, cette loi a permis d'aller sur l'éducation, de mettre des choses en place. Mais je pense que cette loi devait être, pour le 10 mai, je prends l'exemple du 10 mai, qui devait être, en fin de compte, une journée qui devait être fériée, sensibilisée, à la lutte contre l'héritage qui est de l'esclavage, qui est le racisme. On se rend compte que, en fin de compte, depuis la commémoration du 10 mai, cette date devient communautariste, c'est-à-dire comme c'est les Noirs, les Blancs ne s'en sentent pas concernés. C'est une réalité de terrain, c'est une réalité qu'on voit aujourd'hui. Et on se rend compte aussi les difficultés, même nous, descendants, lorsque nous menons des projets. Je peux prendre le cas où je suis un chef de projet, j'écris des projets, et l'héritage de l'esclavage qui est le racisme, lorsqu'on vous dit clairement, il faudrait, si vous voulez aller au bout de votre projet, il faut le passer à un blanc. Et on se rend compte que nous, on est obligé de faire 10 fois plus pour se faire entendre, pour être considéré. Et la réalité fait aujourd'hui, même s'il y a la loi Taubira, blanc, noir, héritier d'une histoire qu'on n'est pas responsable, on parle de la fraternité, on parle des trois principes fondateurs de cette République, qui est liberté et égalité, c'est notre histoire croisée, et bien on doit tous le porter pour lutter contre les formes contemporaines d'esclavage, la discrimination et le racisme. Je pense qu'à ce moment-là, on aura réussi quelque chose où tout le monde se sent concerné. Dieudonné Boutrin, si vous voulez simplement vous avancer peut-être un peu de votre ordinateur, je pense qu'on vous entendra peut-être un peu mieux d'ici quelques instants sur ce qui vient d'être dit. Mathilde Douarmazel, il y a bien sûr, il y a les textes, il y a les lois, il y a cette journée du 10 mai de commémoration des mémoires de l'esclavage, et il y a la réalité du terrain. Oui, je pense que tout le monde est d'accord pour constater un réel progrès. Dans le documentaire qu'on a réalisé, plusieurs intervenants de différentes générations rappellent à quel point, quand on a grandi dans les années 90, 2000, l'enseignement de l'histoire de l'esclavage, ça se résumait à quelques schémas, des flèches sur un planisphère montrant le commerce triangulaire ou la représentation d'un navire négrier avec des corps alignés, complètement désincarnés,
privés finalement de leur humanité, de leur agentivité. Et je pense que ça continue, ça s'améliore, que ça s'ouvre. Moi, j'ai des enfants collégiens, donc je vois quelle place ça commence à prendre. Mais ça reste quand même à chaque fois des petits chapitres un petit peu séparés. Or, pour rejoindre ce que les uns et les autres ont dit, l'histoire de l'esclavage, elle traverse notre histoire. Et on ne peut pas même comprendre les idéaux de la Révolution française, dans lesquels nous sommes élevés et qu'on a appris à glorifier, si on ne comprend pas que ces idéaux ont été boiteux pendant des siècles, et qu'une certaine manière, c'est la Révolution haïtienne de 1804 qui parfait l'idéal universel des valeurs de la Révolution. Donc, oui. Allez-y. Comme on dit dans les conseils de classe, je pense qu'on peut mieux faire. Peut mieux faire, oui. D'ailleurs, on a tenu cette émission il y a quelques semaines où on interrogeait la représentation de la traite négrière faite par la France dans la culture populaire. On avait invité le réalisateur Simon Moutaïrou qui a réalisé ce film Ni chaîne ni maître et qui racontait qu'il y a beaucoup de films sur l'esclavage aux États-Unis, mais dans la culture populaire française, il n'y en a tellement peu. Ça dit beaucoup de choses aussi, ça, de cette absence de récits venus de France sur cette histoire-là, Jean-Marie Théodat. Cela permet de rappeler cet ouvrage aujourd'hui patrimonial de Michel Rolfe Trouillot, c'est Silencing the Past. Comment faire silence sur le passé. Et en fait, la révolution haïtienne est passée sous les radars pendant plus de 2 siècles. Et si aujourd'hui on en reparle, c'est parce qu'il y a une nouvelle génération d'intellectuels, de chercheurs, eux-mêmes afro-descendants, et qui découvrent que cette révolution, si elle a été méconnue en Occident, a fait l'objet d'un véritable culte, non seulement en Haïti, mais dans certains pays de la diaspora, et toujours dans une intelligentsia noire, aux États-Unis en particulier, qui a toujours fait de ce pays un véritable phare dans l'histoire des peuples en lutte. Et je pense que Haïti faisant partie également de l'histoire de France, nous ne faisons aujourd'hui que découvrir par la mémoire un pan de notre histoire qui a été largement occulté, mais qui fait grand bien, parce que on est toujours mieux inspiré de savoir d'où l'on vient pour savoir où on avance. Révolution haïtienne, fin 18e, début 19e, première, c'est comme ça qu'on la présente, révolte d'esclaves qui est parvenue à un succès, enfin disons réussi dans le monde moderne. À propos de la mémoire, on va regarder un extrait de votre film, Mathilde Damoiselle, sur la place qu'a cette mémoire-là dans notre histoire collective et sur le chemin qui a été fait toutefois quand même depuis 25 ans. On regarde un extrait de Taubira, Christiane Taubira, Une loi pour la mémoire. De ne pas enseigner cette histoire. Résultat, nous sommes tous ignorants de tout. Parce que comment comprendre le monde dans lequel nous vivons sans l'histoire de la traite et de l'esclavage? Absolument impossible. Au jardin botanique de Cayenne, en Guyane, 13 043 noms ont été gravés. Ceux des nouveaux libres. Hommes, femmes et enfants, déportés d'Afrique ou nés en esclavage en Guyane et affranchis en 1848. Ah, peut-être qu'Irakoubou est de l'autre côté. Ah ben voilà. Quand on est conscient de ces histoires, il y a très très longtemps qu'on porte en soi les sépultures d'ancêtres. Chez moi, je crois qu'il y en a 9 ou 11, c'est bien. Ah bon? Ouais. De 4 ans à 59 ans à peu près. Là, par exemple, voilà, là, tu as toute une famille, là, avec un nom qui n'existe pas aujourd'hui. Oui, absolument. Irakoubou, c'est de Cayenne, c'est la Marie. Alors, évidemment, le mémorial est postérieur à la loi. Hein, c'est plusieurs années après. Donc, moi, j'ai retenu surtout une observation de ma fille. Tu crois que tu aurais été capable de porter ce texte de loi si tu savais qu'il y avait des Taubira? Et je suis restée sans voix, je n'ai pas eu de réponse. Et j'ai refusé de creuser en moi et de me demander. Donc ça dit bien effectivement toute la charge d'affect qu'il y a dans ça. Et puis il y a quelque chose d'existentiel, très clairement. Je crois que j'ai pas envie de savoir si j'aurais été capable de conduire cette bataille-là si j'avais su.
Il y a eu récemment, Myriam Cothias, un vote à l'Assemblée générale des Nations Unies porté par le Ghana, proposition qui a été adoptée in fine, de qualifier l'esclavage comme crime le plus grave commis contre l'humanité. La France, comme d'autres pays, s'est abstenue, refusant, c'est la position officielle qui a été redite et assumée à nouveau par le président Macron, de hiérarchiser les crimes contre l'humanité. Je crois que la réaction de Christiane Taubira à ce refus français a été, son mot a été que c'était misérable. Qu'est-ce qu'elle a dit, cette position de la France? Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit malheureusement que la guerre des mémoires se poursuit et que si il y a eu ce refus de voter la loi de par la France, c'est bien évidemment autour de cette notion de hiérarchisation que je ne valide pas non plus. Mais cependant, je pense que la France aurait été bien inspirée de garder sa position morale, éthique, qui s'est exprimée au travers de la loi Taubira, premier pays, déclarant l'esclavage et la traite crime contre l'humanité, et que la France maintienne cette position. Je pense que nous aurions été tous honorés de cela. Donc ce que j'aurais proposé réellement, c'était un vote positif, tout en ayant une explication à côté sur le fait que les crimes ne sont pas hiérarchisables et que les douleurs ne peuvent pas être comparées et qu'il ne faut pas choisir non plus entre les douleurs. Jean-Marie Théonat, là-dessus, un mot? Je pense que c'est malheureusement aussi le signe d'un calcul, au sens que la reconnaissance d'un tel crime serait automatiquement assortie de réparation. Et je pense que c'est le terrain sur lequel les pays européens ne veulent pas être entraînés. Donc il y a, de ce point de vue, une véritable dichotomie entre la position morale, éthique de tous les pays européens qui, sans conteste, condamnent tous l'esclavage comme un crime contre l'humanité, mais qui ne veulent pas mettre le doigt de l'engrenage des réparations, sachant qu'une telle reconnaissance pourrait avoir des conséquences. Eh bien, venons-en, nous, à ce sujet. Et c'est là qu'il y a une forme de paradoxe, parce qu'il me semble que le président Macron parlait, à propos de la question des réparations, d'un sujet cette semaine inachevé. En 25 ans, la question a évolué. Et effectivement, cette question des réparations, elle est centrale, même si elle était déjà entre les lignes dans ce texte de 2001. Quand on parle peut-être d'un mot là-dessus, Dieudonné Boutrin, des réparation de cette histoire de la traite négrière et de l'esclavage. De quoi parle-t-on très concrètement pour ceux qui ne sont pas familiers avec le sujet, pour eux, pour qu'ils comprennent bien de quoi on parle exactement? Justement, on parle de réparation. Le président de la République a le mot de réparation. Dès qu'on parlait de réparation, on avait tendance à rejeter, c'est-à-dire tous les compatriotes, tous ceux qui parlent de réparation. Aujourd'hui, ce vocabulaire est dans la bouche du président. Et on parle de réparation. Comment réparer? Qu'est-ce qu'on entend de réparation, en sachant que la loi pénale française dit qu'au bout de 30 ans, il y a le crime, c'est-à-dire circulé, il n'y a plus rien à voir. Aujourd'hui, nous, en France, c'est-à-dire on a commencé un travail avec, Pierre de Princé, qui est d'une famille de descendants d'armateurs négriers, sur la justice réparatrice. Et sur la justice réparatrice, on le prend un petit peu à l'envers, parce que le procédé fait qu'il faut, il faut reconnaître. Si on reconnaît, on fait des excuses officielles, on répare et on réconcilie les deux parties liées au temps de l'esclavage historique. Et nous avons commencé plutôt avec Pierre sur une forme de réparation, c'est déjà de reconnaître, de faire ses excuses, et tout le monde n'est pas obligé de faire des excuses. Et après, on essaie de réconcilier les deux parties liées au temps de l'esclavage historique. Et je pense, étant martiniquais, je pense aussi aux Békais, qui sont en Martinique aujourd'hui, qui détient une bonne partie de l'économie du pays. Et il faut, à mon avis, discuter avec les Békais. Il faut essayer depuis qu'on a réagi avec Pierre, on avait 2 familles. Maintenant, nous sommes à 9 familles qui essaient de nous rejoindre dans le mouvement de la justice réparatrice.
Et à mon avis, il faut mettre tout le monde autour de la table. Il y a plusieurs manières de réparer, là, sur le côté psychologique. Sur le côté, je dirais, de santé, il y a sur les bourses pour les jeunes chercheurs, donner le moyen aux chercheurs aussi de travailler. Et en France, je pense que c'est un peu timide encore. Le président de la République a dit beaucoup de choses, mais en fin de compte, lorsqu'on regarde, il n'y a pas grand-chose. On a parlé du rapport pour Haïti. On verra d'ici la fin de l'année, mais bon, Haïti, effectivement, État à État, ils pourront discuter. Mais j'aimerais bien savoir où on peut aller plus loin par rapport à la réparation. Le Pierre dont vous parlez, je le reprécise, c'est Pierre Guillon de Princé, avec qui vous travaillez dans votre association, qui est descendant lui-même d'armateurs négriers. Mathilde Damoiselle, réparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire réconcilier? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dans notre documentaire, on a posé la question à Christiane Taubira et qui nous dit avec sa force, le crime est irréparable. On parle de, à minima, 13 millions d'hommes et de femmes et d'enfants déportés, mis en esclavage. Le crime est irréparable. Il n'y a pas de réparation matérielle possible, si ça n'exempte pas les héritiers de cette histoire et des puissances esclavagistes d'essayer de trouver des formes de réparation. Et je pense que le terme de justice réparatrice est extrêmement fort et intéressant puisqu'il ouvre un immense champ de possibles. On en a parlé ici, cette histoire, elle a des conséquences extrêmement concrètes aujourd'hui. On ne peut pas comprendre l'expérience du racisme tel qu'il s'exprime dans notre société avec tant de virulence aujourd'hui si on ne comprend pas que c'est l'histoire de l'esclavage qui a façonné le racisme et ses biais. On ne peut pas comprendre la situation sociale des territoires ultramarins si on n'a pas conscience de ce que l'économie esclavagiste et plantationnaire a fait à ces terres. On ne peut pas comprendre le drame de ce qu'est un véritable racisme environnemental causé par le chlordécone, notamment en Martinique, si on n'a pas conscience de ce qu'a été l'économie de plantation et de monoculture. Donc cette histoire, elle a façonné notre société, ses territoires, nos relations. Et donc, on ne peut pas s'exempter d'un effort de justice. Après, et les discussions qu'on a eues avec Christiane Taubira ou avec d'autres intervenants nous montrent que c'est pas juste une question de chiffres. On a l'impression que dès qu'on pose le mot de réparation, tout le monde panique. Vraiment, mon Dieu, il va falloir sortir des milliards. Je pense que tous les travaux qui se mènent dans différents pays montrent qu'il y a beaucoup de façons de le faire. Notamment dans l'éducation, dans les moyens alloués à la recherche, dans des efforts de justice sociale. Ce n'est pas qu'une question d'argent, mais quand même, faut-il le rappeler, en 1848, Myriam Cothias, ce sont les esclavagistes qui ont été indemnisés par la République et pas les anciens esclaves. Oui, par la loi de 1849, 126 millions de francs or distribués aux propriétaires d'esclaves. Qui auraient été lésés par l'abolition. Oui, qui disent nous sommes expropriés. Nous sommes expropriés, c'est-à-dire qu'on nous a retiré notre propriété. Avec tous les problèmes que ça pose, parce que est-il possible de posséder un humain dans une république qui se veut humanitariste? Voilà. Mais Victor Schœlcher finalement a tranché parce qu'il fallait que l'abolition de l'esclavage soit promulguée et que en face les colons faisaient un bras de fer avec la République. Mais ce que je veux dire, c'est que les propriétaires qui ont été indemnisés ont des profils qui sont extrêmement différents et qui montrent toute la complexité des relations esclavagistes. Et pour en venir aujourd'hui, réparer comment? Alors écoutez, je pense qu'on a marqué une étape avec tout de même le discours du président de la République le 21 mai, parce que pour la première fois, un président de la République endossait le terme de réparation. Et finalement, ce qu'il a proposé, c'est de revoir tout ce qui était de l'ordre des politiques publiques sous l'angle des réparations, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire la recherche, des lieux mémoriaux. Voilà. Cela étant posé, est-ce suffisant? Je ne le pense pas. Je ne pense pas parce que un débat collectif doit être ouvert sur ces questions-là. Et je pense qu'il ne faut pas mélanger deux niveaux. Il y a le niveau de l'État. Et encore une fois, ces politiques publiques qui peuvent être menées
sous l'angle de la réparation. Et puis, il y a un débat qui est un débat beaucoup plus local, bien sûr, qui s'inscrit dans une discussion autour des droits humains, mais il y a un débat beaucoup plus local avec les personnes qui sont descendantes de l'histoire de l'esclavage, qui ont été propriétaires d'esclaves, qui n'ont pas tous bénéficié d'ailleurs de l'indemnité de 49, mais en tout cas qui ont une position symbolique de pouvoir. Et c'est cette position symbolique de pouvoir qu'il faut interroger pour reconstruire de l'égalité dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer. D'un mot, Jean-Marie Théoda, réparer comment et est-ce qu'on en prend le chemin? En quelques mots, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Alors, je pense que la réparation, elle est double. Elle est symbolique et elle est matérielle. Elle est symbolique et je pense que l'abrogation du Code noir fait partie de ces gestes qui ne changent pas grand-chose dans la vie pratique des gens, mais qui honorent la République. Mais elle doit être aussi matérielle. Au sens que, comme l'ont dit mes deux collègues ici, on peut encore aujourd'hui voir les traces de l'économie de plantation, les traces de la discrimination instituée par la colonisation, les inégalités issues de la société esclavagiste, et il est du ressort, il est de la responsabilité du pouvoir public de faire en sorte que ces inégalités, sinon qu'elles disparaissent, mais du moins qu'elles soient mitigées. Et il est de la responsabilité des intellectuels, des chercheurs, de maintenir en éveil justement cette conscience pour dire que la mémoire de l'esclavage n'est pas la mémoire des esclavisés ou des descendants d'esclaves, c'est la mémoire de la République et il est temps de faire le ménage dans les écuries d'Augias. Il y a là une forme de racine à laquelle il faut s'attaquer pour que l'arbre puisse se déployer. Merci infiniment à tous les trois sur ce plateau et merci à vous, Dieudonné Boutrin depuis Nantes, d'avoir participé à cette discussion en ce jour de vote à l'Assemblée nationale. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve juste après la pause. À tout à l'heure.